Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 3 jours après l'attaque inédite menée contre Israël par l'Iran, le Moyen-Orient craint toujours une escalade du conflit au niveau régional alors que les pays arabes et occidentaux tentent de désamorcer une possible tentative de représailles de Benjamin Netanyahou contre les régimes des mollahs. L'État hébreu a riposté hier contre des infrastructures du Hezbollah au Liban dans une volonté de réaffirmer ses capacités de dissuasion. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur des universités émérites à Sciences Po. On vous doit notamment pour une approche subjective des relations internationales aux éditions Odile Jacob. Tout d'abord, peut-être revenir sur l'attaque d'Israël par l'Iran. De plus en plus, il est question donc d'une attaque qui aurait été millimétrée, disent les uns, orchestrée, disent les autres. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois que on a assisté à un scénario quand même très étrange, digne d'un film qui aurait connu beaucoup de succès, c'est-à-dire du côté iranien faire la démonstration de force la plus spectaculaire et convaincante possible sans provoquer le moindre dégât, ou en tout cas le moins de dégâts possible. Et côté israélien, il s'agissait effectivement d'épargner le territoire et la population, de montrer la force de sa capacité défensive, mais en même temps de mettre en scène l'extrême gravité de l'affaire. C'est-à-dire qu'on avait affaire en même temps à une logique croisée, il fallait faire du grand spectacle pour éviter en même temps les conséquences les plus dramatiques et les enchaînements dont on parlera tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il y avait une sorte de consensus discret, enfin de consensus objectif plus exactement, entre les deux partenaires. Ils étaient d'accord l'un et l'autre pour montrer que c'était une attaque gravissime, d'une grande importance, et ils étaient d'accord aussi, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts matériels, ni surtout humains. C'est quand même un scénario assez exceptionnel, mais ce que l'on ne voit peut-être pas, c'est que derrière ce duel se jouent des parties d'une extraordinaire complexité. La première, qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, c'est pour ça que je commence par cela, la volonté de l'un et l'autre de s'affirmer comme puissance régionale. L'obsession de l'Iran, en fait, même pas depuis 1979, la révolution islamiste, mais du temps du Shah, c'était la même chose, c'est de se faire reconnaître le statut de puissance régionale. Bon. Les grandes puissances ont horreur des puissances régionales parce que ça mord sur leur omnicompétence. Du temps de la guerre froide, ça s'arrangeait, c'est-à-dire le Shah était une puissance régionale liée contractuellement avec la puissance américaine. Ça posait pas trop de problèmes. Après, ça s'est brouillé, parce que quand il n'y a plus de bipolarité, il n'y a plus d'alignement, et donc les puissances régionales ont dit, on existe pour nous. Regardez la Turquie, c'est exactement la même chose. L'Iran veut ça aussi, et Israël, d'un certain point de vue, recherche la même chose sur un mode un peu différent. L'idée d'Israël, c'est de garder la prédominance en matière de puissance dans la région pour assurer sa propre sécurité. Donc il y a une grande bagarre à l'intérieur de l'espace moyen-oriental pour s'affirmer comme acteur incontournable, donc comme puissance régionale, et à l'extérieur du Moyen-Orient pour contenir cette volonté d'exister comme puissance régionale. Qu'est-ce que le 7 octobre a changé dans tout cela, Bertrand Badi ? Alors, le 7 octobre, je crois qu'on n'en finit pas d'en voir les conséquences. Et selon une formule célèbre, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans qu'on saura exactement toutes ces conséquences. Il y a une conséquence immédiate qui, je crois, continue à peser sur le Moyen-Orient, c'est qu'à cette occasion, Israël a montré qu'il n'était pas un État aussi invulnérable qu'on le dit. Et ça, effectivement, pour un État qui construit sa politique étrangère, j'allais dire sa politique tout court, sur l'argument, sur le couple sécurité-puissance, c'était
une grave entaille faite à une construction vieille de 3/4 de siècle. Ça, c'est un élément. Et tout ce qui se passe depuis, c'est une volonté désespérée, et on l'a vu dans la fameuse nuit de vendredi à samedi, c'est aussi ce qui a déterminé la stratégie d'Israël, montré à l'occasion d'une attaque iranienne que cette invulnérabilité est bien toujours là. Hein. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, bien entendu, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que là aussi, avec cet événement israélo-iranien, on l'a laissé de côté. C'est qu'on a rouvert de manière extrêmement grave, et peut-être cette fois-ci de manière définitive, c'est un terme que j'emploie rarement, la plaie palestinienne. C'est-à-dire, vous savez que ces 25 dernières années, moi, j'entendais encore un haut responsable français qui me disait « Oh, la question palestinienne n'est plus sur notre agenda. » Bon, maintenant, ça, c'est fini. Et le 7 octobre a définitivement remis la question palestinienne sur la table et en haut sur l'agenda. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter au troisième. Le troisième élément, c'est le désastre diplomatique américain. Et là aussi, c'est important pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Les États-Unis n'ont cessé, depuis quelques années, d'être humiliés au Moyen-Orient. Été 2022, Joe Biden se rend en Arabie Saoudite, MBS oublie d'aller le chercher à l'aéroport, il lui parle de manière effrontée, bref, l'allié historique saoudien disparaît. Rappelez-vous la débâcle en Afghanistan, autre humiliation. On pourrait remonter jusqu'à la révolution de 79 en Iran, qui était aussi une humiliation pour les États-Unis. Et puis surtout, depuis le 7 octobre, le secrétaire d'État Blinken va 6 fois dans la région, le président Biden lui-même une fois. Ils ne cessent l'un et l'autre d'être en contact téléphonique, direct avec tel ou tel acteur clé de la région. Et toutes les recommandations suggérées par les États-Unis n'ont absolument aucun effet. Et ça, c'est aussi peut-être la clé d'interprétation de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors justement, parce que effectivement, on assiste aux tentatives américaines qui n'aboutissent pas véritablement à des résultats convaincants dans la région. Par exemple, par rapport à Israël, pourquoi l'Amérique ne change-t-elle pas de stratégie par rapport à l'État hébreu, d'autant que les intérêts des deux pays sont évidemment divergents. L'intérêt de Benjamin Netanyahou n'est probablement pas d'aider Joe Biden non plus. Qu'en pensez-vous, Bertrand Badi ? Alors, c'est compliqué parce que c'est un phénomène à plusieurs niveaux. Et ça dépasse de beaucoup le cadre du Moyen-Orient. On est dans un temps que d'aucuns appellent post-hégémonique, où les hégémonies ne s'exercent plus de façon aussi nette. C'est presque une tautologie, il y a eu du temps de la guerre froide où les alignements étaient parfaits. Il y a eu au Moyen-Orient plus tôt qu'ailleurs. Hein, si vous comparez la relation américano-israélienne et américano-européenne, le virus s'est développé beaucoup plus tôt en Israël, c'est-à-dire la volonté du petit frère de s'émanciper du grand frère, pour s'exprimer ainsi, si vous voulez, et cette constante qui est antérieure à Netanyahou, hein, qu'on retrouvait déjà chez Ehud Barak ou Ehud Olmert et bien d'autres, cette volonté constante de dire nous décidons seuls. Ça fait partie de cette logique de puissance-sécurité dont je parlais tout à l'heure à propos d'Israël. Donc c'est une régression globale, hein, et qu'on retrouve en Asie et qu'on retrouve en Afrique, on vient d'en parler à propos du Niger, et qu'on retrouve en Europe. Hein, même si les formes, bien entendu, sont différentes. Deuxième élément, il faut comprendre une chose simple, mais qu'on oublie, on oublie souvent les choses simples, c'est qu'on ne change pas une politique étrangère comme de chemise. Ce n'est pas si facile. Les États-Unis ont investi dans un soutien absolu à l'État d'Israël pratiquement, enfin oui, pas plus que pratiquement, réellement depuis la création de celui-ci, du temps où même sur le vote aux Nations Unies
portant partage de la Palestine, les États-Unis faisaient pression sur le Libéria, sur les Philippines, etc., pour qu'ils votent en faveur de la création de l'État d'Israël. Et une politique étrangère qui a 75 ans d'âge, vous ne pouvez pas, en vous levant un beau matin, dire bah non, maintenant on va faire le contraire. C'est pas possible, pour des raisons en même temps de crédibilité internationale, d'investissement dans quantité de domaines, de liens qui se sont créés et qui se sont institutionnalisés. Et donc les États-Unis, en l'occurrence Joe Biden, se trouve dans une situation absolument épouvantable, parce que si un État ne peut pas changer facilement sa politique étrangère, les sociétés, elles, peuvent changer de comportement collectif à vitesse grand V. Et ça, c'est l'une des données, l'un des paramètres de la crise moyen-orientale telle que nous la connaissons depuis le 7 octobre. C'est-à-dire une mutation extrêmement profonde de la société américaine. Ça, il y a deux mutations dans la société américaine. Il y a une montée anti-mondialisation qui a favorisé le trumpisme, le néo-souverainisme, le protectionnisme, etc. Et une transformation du regard porté sur les différents, je dirais, champs de bataille du monde, qui se traduit notamment par une inversion complète des orientations de la jeunesse américaine, et singulièrement de la jeunesse démocrate et de l'aile gauche du Parti démocrate. Biden en est l'otage. Il perd cet électorat, même s'il ne fait que se réfugier dans l'abstention, et il perd les élections. Et en même temps, il ne peut pas modifier sa politique étrangère. Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il parle. Vous savez, quand on ne peut rien faire, on parle. Et la rhétorique Biden depuis le 7 octobre, c'est de dire mais il ne faut pas d'escalade, c'est une erreur d'attaquer Gaza, il faut prendre davantage soin des questions humanitaires à Gaza, tout un tas de choses dont il espère uniquement que ça calmera cette jeunesse qui est en position pivot dans le jeu démocratique américain. Le gros problème, je dirais l'un des effets pervers de la nuit du 13 au 14 avril, c'est que toute cette rhétorique est en train de disparaître. Parce que on se dit, mais un soutien si ferme apporté par les États-Unis avec des termes définitifs en direction d'Israël montre que le reste, c'était une sorte de rhétorique superficielle. Bertrand Badi, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par la journaliste franco-iranienne Delphine Minoui. On verra dans quelle mesure la situation aujourd'hui avec la volonté israélienne de temporiser pour l'instant, Benjamin Netanyahou n'a pas réagi à cette attaque iranienne, pourrait susciter là aussi de nouveaux bouleversements dans la région. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on évoque à nouveau la situation au Proche-Orient avec la menace aujourd'hui de représailles israéliennes. Nous sommes en compagnie de Bertrand Badi, politologue, professeur des universités émérites à Sciences Po. On vous doit notamment pour une approche subjective des relations internationales aux éditions Odile Jacob. Et nous voici en duplex avec la journaliste franco-iranienne Delphine Minoui. Bonjour Delphine. Bonjour. On vous doit notamment l'Alphabet du silence, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Peut-être tout d'abord un mot, votre regard sur la stratégie qui est suivie aujourd'hui par le pouvoir iranien. Je pense que ce qui vient de se passer est sans précédent. Jusqu'ici, l'Iran essayait de fragiliser Israël à travers ce qu'on appelle ses proxies. Les milices soutenues, je pense aux Houthis au Yémen, je pense au Hezbollah au Liban, je pense au Hamas évidemment en Palestine. Et là, c'est la première fois qu'il y a une frappe directe. On sent la volonté iranienne de riposter contre ce qu'ils considèrent, et ils le disent ouvertement dans les discours, un affront qui a touché le consulat d'Iran à Damas, où se trouvait, il faut le rappeler, un des grands cerveaux de la force Rhodes, la force des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime,
qui était notamment en charge de cette guerre asymétrique depuis toutes ces années. Alors, cette frappe, donc, vous l'expliquez ainsi. Pourquoi une frappe aussi peu efficace? Est-ce qu'elle a été justement calculée, comme le disent beaucoup de commentateurs, pour que celle-ci n'atteigne pas véritablement Israël? C'est avant tout un message, je pense, adressé par l'Iran pour faire comprendre que voilà de quoi nous sommes capables. Maintenant, nous vous prévenons. Il s'agissait précisément des drones qui ont pris des heures pour atteindre Israël, sachant que l'Iran est en possession de missiles beaucoup plus puissants qui pourraient toucher à l'avenir la région en quelques minutes. Donc là, c'était la force de dissuasion qu'a voulu activer l'Iran à ce moment-là. Bertrand Badi, sur la stratégie poursuivie par le pouvoir iranien, son attitude depuis l'attaque du Hamas, une attaque qu'il a commanditée, une attaque avec laquelle il était en accord, ou bien au contraire une attaque qui gêne le pouvoir iranien? Alors d'abord, il est difficile de répondre de manière absolument certaine et affirmative à cette question, ou alors il faut être un agent très professionnel des renseignements. Moi, je pense que le plus probable est que l'Iran n'était pas au courant. D'abord, je pense qu'il faut un peu nuancer cette formule des proxys que l'on entend beaucoup utiliser en ce moment. Il faut voir que nous sommes dans un jeu international où les acteurs non étatiques ont de plus en plus d'importance. Autrefois, un acteur non étatique était nécessairement à la remorque de quelqu'un. Aujourd'hui, par quantité de facteurs, les acteurs non étatiques peuvent jouer un rôle extrêmement important et ont des avantages par rapport aux États. C'est-à-dire souvent, ils courent plus vite que les États. Ils ont moins de contraintes, moins de lourdeur dans leur processus de décision. Donc il n'est pas du tout absurde de penser que l'Iran n'était pas au courant, d'autant que n'oubliez pas une chose, on dit que le Hamas est un proxy de l'Iran, mais on dit souvent aussi que l'Iran c'est les chiites et les autres c'est les sunnites, ou la majorité des autres c'est les sunnites. Division que je récuse totalement. Pourquoi? Parce que la réalité, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas la culture ou en tous les cas les sectes religieuses qui déterminent le jeu politique. Il faut savoir faire la distinction entre chiisme et sunnisme et les communautés chiites et les communautés sunnites. Dans les pays où il y a des communautés chiites minoritaires, je pense au Liban, je pense en Irak, là effectivement les liens sont des liens de nature politique. Ce sont des communautés minoritaires qui veulent se défendre et qui choisissent le parrainage, bien entendu, d'États où ils sont majoritaires. Mais on voit bien que c'est un langage politique, c'est un jeu politique qui s'affirme. C'est pas un jeu culturel, ni encore moins théologique. Bon, mais il reste que le Hamas est sunnite, hein, et donc les liens avec l'Iran ne sont pas forcément des liens extrêmement forts. Au contraire, quand il y a quelque part dans le monde des acteurs non étatiques autonomes, c'est parce que on est dans une situation de crise du contrat social, de crise de la communauté politique, de ce qu'on appellerait entre guillemets de guerre civile potentielle, et du coup ces acteurs-là disposent d'une énorme autonomie et sont par définition, parce que c'est leur survie qui se joue, extrêmement proactifs. Ils vont pas chercher leurs ordres, ce ne sont pas des marionnettes. Le Hamas n'est pas une marionnette de l'Iran, et même le Hezbollah, qui est pourtant plus proche du régime iranien, a tout un tas de ressources qui lui garantissent son autonomie par rapport à l'Iran. Et les Houthis, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des distances encore beaucoup plus fortes. Donc, soyons clairs de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de manœuvre iranienne pour déclencher le 7 octobre, que l'Iran se soit rallié à la cause du Hamas, qu'il l'ait soutenu politiquement, diplomatiquement et militairement, c'est incontestable. Que ce soit une initiative iranienne, non. Vous savez, je disais tout à l'heure, l'Iran veut avant tout se faire reconnaître comme puissance régionale. Et se faire reconnaître comme puissance régionale, ça passe en même temps par l'affirmation, et Dieu sait si on assiste à des affirmations en ce moment, et une certaine retenue pour rester dans le jeu et pour ne pas en être exclu. Delphine Minoui, et alors qu'en pense le peuple iranien ?
Alors c'est intéressant parce qu'il faut vraiment distinguer d'un côté le pouvoir et de l'autre la population. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais à Téhéran. J'y ai vécu une dizaine d'années entre 97 et 2009. D'un côté, on vous apprend à l'école à piétiner le drapeau israélien, à le brûler pendant les commémorations pour célébrer l'anniversaire de la révolution islamique de 1979. On vous fait crier mort à Israël, mort à l'Amérique à la grande prière hebdomadaire du vendredi. Et de l'autre, vous avez une population qui sincèrement réclame la paix, qui se désintéresse en grande majorité de la situation, qui désapprouve le soutien du régime au Hamas et qui va s'éloigner de la cause palestinienne, non pas parce qu'elle est pro-israélienne, mais parce qu'elle considère que le pouvoir devrait se concentrer sur sa propre population plutôt qu'appuyer militairement et financièrement des leviers à l'étranger. Juste un exemple qui m'a toujours marqué, au cours des différentes vagues de manifestations qu'a connues l'Iran ces dernières années, il y a un slogan qui revient toujours dans les cortèges. C'est le suivant, c'est ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran. Et je pense que ce slogan, il dit tout de la population iranienne, dans sa grande majorité, évidemment, sachant qu'il y a toujours une minorité qui restera acquise à la cause du régime pour des raisons idéologiques ou économiques. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette population, elle observe les événements avec crainte, elle a envie donc qu'il y ait une solidarité plus forte avec la cause palestinienne. Que diriez-vous, Delphine Minoui? Alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la population suit de très, très près ce qui se passe, parce qu'il y a une peur. Il y a une peur, d'une nouvelle guerre, évidemment. Il faut rappeler que les stigmates de la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans, de 80 à 88, sont encore dans les esprits en Iran. Heu et l'autre peur, c'est l'isolement sur la scène internationale, les sanctions renforcées sur le pays qui pourraient, encore plus asphyxier l'économie qui va actuellement très, très mal aujourd'hui en Iran. Qu'en pensez-vous, Bertrand Badi? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il faut bien insister sur trois éléments. D'abord, euh, sur la carte du monde aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple peut-être aussi fort d'une autonomisation très forte de la société civile par rapport au régime. Il y a une société civile en Iran extrêmement active, extrêmement mondialisée, informée, réactive aux événements. Une société civile si active, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Même le régime des mollahs est obligé d'en tenir compte. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'Iran, le peuple iranien, a beaucoup souffert de la guerre Iran-Irak, qui avait fait énormément de morts, près d'1 million de Oui, morts. ça a été une guerre terrible. Peut-être, en quelques mots, nous rappeler cette guerre. Eh bien, c'était au lendemain de la révolution de 1979. Saddam Hussein, un peu encouragé par les puissances occidentales, pensait que la vulnérabilité de ce nouveau régime était telle qu'une action militaire permettait de le déstabiliser, le renverser et éventuellement de construire des relations, je dirais, plus tranquilles avec un voisin plus accommodant. C'était ça l'idée. Il y a eu une réaction nationaliste très très forte en Iran. Nationaliste, ça surprenait parce que la mobilisation, elle était islamiste et anti-absolutiste, mais pas nationaliste. Mais celle-ci s'est réveillée, s'est traduite par une mobilisation au front qui a été extrêmement forte et coûteuse en vie humaine, et surtout par des bombardements incessants. Les Iraniens me racontaient comment toutes les nuits les sirènes étaient activées, etc. Ça a laissé un souvenir extrêmement traumatisant. Et puis il y a un dernier élément qui est l'élément qui est la fibre nationaliste. L'Iran est une des plus vieilles civilisations, la Perse, comme vous le savez, et qui toujours, on le voit dans sa littérature la plus classique, est
a le complexe obsidional, c'est-à-dire le sentiment d'être entouré de peuples hostiles ou de peuples ennemis. Alors ça touche le monde arabe, ça touche le monde turc, ça tombe le monde russe, le monde occidental, à travers l'Angleterre qui était présente autrefois en Inde, etc., etc. Et donc cette fibre nationaliste, elle se transforme au fil des âges, mais elle perdure. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé, en tout cas en Occident, de manière évidente, ce que représentait le bombardement israélien sur l'ambassade de Damas le 1er avril dernier. Pourquoi ? Parce que une ambassade, c'est le territoire national. Un bombardement, une attaque sur une ambassade de l'Iran, c'est une attaque sur l'Iran. Et ça, c'est quelque chose qui, d'une part, obligeait le régime iranien à réagir, parce qu'il fallait montrer qu'il était toujours cette puissance régionale dont je parlais tout à l'heure, mais qui a touché, d'un certain point de vue, la fibre iranienne par la crainte que ça a réveillée, mais aussi par ce sentiment d'agression. Donc, évidemment, je crois que le sentiment dominant, c'est l'espoir de rester en dehors de cette conflagration, mais il y a aussi un filtre nationaliste qui reste présent et qui risque de faire la différence au moment venu. Delphine Minouy, qu'en pensez-vous ? Delphine Minouy n'est pas effectivement en liaison avec nous. Bertrand Badi, il y a néanmoins eu un certain nombre de réactions expliquant que l'Iran et que les mollahs avaient mené une entreprise extrêmement hasardeuse en attaquant Israël, bref, qu'il y avait un pari fou. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si c'est la bonne interprétation, parce que le régime aurait pu avoir une réaction non contrôlée qui aurait conduit à de véritables catastrophes. Imaginez, c'est ce que disait Delphine Minouy, elle avait raison, l'usage d'armes de plus grande proximité à partir de bases iraniennes en Syrie, une attaque massive à coups de missiles. Là, on n'aurait pas eu 99% d'endiguement, et donc ça aurait été beaucoup plus grave. Je crois que justement, la réaction a été contrôlée. Maintenant, vous savez, c'est très difficile. Quand vous êtes dans un espace de grande conflictualité et profondément clivé, que ce clivage est prolongé au niveau du système international tout entier, qu'on est dans une situation d'être sanctionné et rejeté par une partie du monde, affirmer sa puissance passe par des actes qui sont des actes d'escalade. Et effectivement, la vraie question qui se pose, c'est quel est le désir d'escalade des deux parties qui se font face. Il y a eu une retenue de part et d'autre. Mais est-ce que finalement le vieux projet israélien, qui est d'anéantir le programme nucléaire iranien, ne trouve pas une occasion favorable pour s'accomplir? C'est en tous les cas ce qui est explicitement souhaité par l'aile la plus extrémiste du gouvernement Netanyahou. C'est même pas caché comme intention. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre attentivement, ne pas se laisser berner par ce langage automatique qu'on entend aujourd'hui. Regardez la grande coalition qui a eu lieu autour d'Israël, etc. D'abord, je suis pas sûr que ce soit une coalition, je suis même sûr du contraire. Ce sont des connivences conjoncturelles, ce qui est différent, et qui n'ont pas libéré toutes les voies dans l'espace mondial. Je pense notamment aux pays du Sud. Je pense à la Russie, qui d'un certain point de vue peut, hélas, tirer les marrons du feu de cette situation. Ne parlons pas de la Chine, le jeu est encore plus compliqué. Et dans cette bataille, dans ce jeu extrêmement ouvert, il faut faire très très attention au risque de mauvaise interprétation. Le risque, il est là. C'est-à-dire, pour l'instant, on a l'impression que les protagonistes comprennent bien ce que l'autre a voulu faire,
et imagine, anticipe la réaction de l'autre en cas d'escalade, mais il y a un moment où le malentendu peut s'installer et à ce moment-là, plus personne et plus rien ne contrôle. Delphine Minouy, et j'évoquais donc la stratégie des Mollahs. Il y a malgré tout une longue interrogation sur les raisons pour lesquelles les Mollahs maintiennent leur pouvoir en Iran alors que leur impopularité, a priori, n'a cessé de croître. Quel regard portez-vous là-dessus ? C'est vrai que les Mollahs sont au pouvoir depuis 40, depuis plus de 40 ans maintenant, et tiennent parce que tout simplement, c'est aussi la force de la répression. On sait que plus que jamais, le régime est fragilisé à l'intérieur. Bertrand Badi évoquait au tout début la force de la société civile iranienne. On se souvient, on a encore toutes ces images, il y a 1 an et demi, de ces manifestations colossales, notamment menées par des femmes et des femmes très jeunes, après la mort de cette jeune étudiante Mahsa Amini, tuée dans la rue pour un voile mal porté, tuée par la police des mœurs. Il y a un grand activisme chez les intellectuels, chez les jeunes, chez les femmes. Il y a des syndicats qui sont très actifs à travers le pays. Mais la répression est telle qu'à ce jour, le régime est parvenu à maintenir sa force contre la population. Et je dirais peut-être aussi que malheureusement, le régime bénéficie d'une certaine fragilité de l'opposition qui a du mal à s'organiser, même s'il y a des tentatives. Et on dit toujours, par ironie, qu'aujourd'hui, le futur gouvernement d'opposition iranien, eh bien, il se retrouve derrière les barreaux, c'est-à-dire dans la prison d'Evin, où sont embastillés tous les grands dissidents iraniens. Mais justement, suite à ces manifestations monstres, à ces images qui nous arrivent chaque jour, Delphine Minouy, comment imaginer que ce pouvoir perdure aujourd'hui en Iran ? Alors, il y a quand même des signes sociodémographiques. Il faut rappeler que tout de même, les élections l'ont prouvé, le régime est de plus en plus fragilisé. Et même sa base ne cesse de s'effriter. Lors des élections présidentielles de 2021, il y a eu un taux d'abstention record de plus de 51%. C'est sans précédent en Iran, quand on sait aussi qu'on vérifie sur vos papiers d'identité que vous ayez bien le tampon du bureau de vote quand vous allez faire plus tard un achat ou que vous voulez voyager à l'étranger. Donc c'est très policé. Le mois dernier, il y a eu également un autre scrutin, le scrutin législatif, et la participation s'est de nouveau révélée très très faible. Donc tout ceci est très révélateur d'un régime en perte de vitesse, un régime qui s'essouffle complètement et où la population va toujours saisir la moindre occasion pour ressortir dans la rue et à nouveau manifester. Bertrand Badi, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais peut-être 2 éléments. D'abord, il y a une sorte de pacte fragile et tacite, mais qui pour l'instant explique la relative stabilité qu'on connaît, entre une société civile qu'on laisse faire ce qu'elle veut dès lors que ce n'est pas dans l'espace public. Il y a en Iran quantité de fêtes, de parties où on boit, où on danse, où on chante, où on joue de la musique, etc. La société civile l'a gagné, cette autonomie. C'est en cela que le régime n'a pas réussi à passer le cap du totalitarisme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est brandir des signes hostiles dans l'espace public. Donc il y a là peut-être un point d'équilibre qui est bien connu de la science politique. C'est souvent comme ça que les régimes autoritaires, quand ils sont astucieux, arrivent à se maintenir. Le deuxième élément, c'est que il faut aussi comprendre que ce système de la République islamique n'est pas monolithique. Il est extraordinairement complexe. Il y a des tendances différentes, des tendances qui s'affrontent. Je veux dire, le président Khatami ou le président Rouhani, c'est pas Raïssi ou Ahmadinejad. Le ministre des Affaires étrangères, Zarif, que l'Occident connaît bien, qui a fait toutes ses études aux États-Unis, qui a signé le traité sur le nucléaire iranien, ce n'est pas l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il faut tenir compte de ces nuances, et là, il peut y avoir une lézarde de demain. Mais
Qui a fait le gros cadeau à Khamenei? Qui a dû recevoir en échange quantité de boîtes de caviar et de tapis? C'est M. Trump. Quand M. Trump a déchiré le traité du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien, il a donné une prime formidable aux ultra-conservateurs, il a cassé et bâillonné l'aile libérale, et donc vous voyez aussi à quel point ce système politique dans sa stabilité dépend de la manière dont les autres le traitent et le reconnaissent. C'est pour ça qu'il faut suivre très attentivement ce qui va se passer les jours suivants. Déjà, en Iran, on vous explique que lorsqu'il y a eu ce bombardement sur l'ambassade de Damas, personne en Occident n'a bronché, alors que là, au contraire, la réaction a été tonitruante. Si l'Iran a le sentiment d'un isolement confirmé, alors à ce moment-là, je crains vraiment des réactions extrêmes. Un mot de conclusion, Delphine Minioui. Oui, je pense que là, les jours qui viennent vont être assez décisifs. J'imagine que la balle est plutôt dans le clan de l'Occident. On sent des réclamations de nouvelles vagues de sanctions. Alors, la question qui se pose, c'est l'efficacité évidente des sanctions. Est-ce qu'elles marchent? Est-ce qu'elles ne risquent pas d'affecter plus la population? En tout cas, c'est le cas depuis les sanctions qui datent de 2013, qui ont été suspendues un certain temps et à nouveau remises à l'ordre du jour après que Trump sorte de l'accord nucléaire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les sanctions actuelles, elles touchent essentiellement le programme nucléaire iranien. Ce que demande la population iranienne aujourd'hui, c'est des sanctions ciblées, précisément contre le corps des gardiens de la révolution, qui fait mal aujourd'hui au peuple. Parce que c'est une force qui agit à l'étranger, mais c'est une force qui réprime sa population en interne. Il a juste une date à rappeler, c'est le 19 janvier 2023. Au Parlement européen, grâce à une grande mobilisation de la population iranienne, mais aussi de la diaspora à l'étranger, il y a une résolution qui a été votée à l'Union européenne dans laquelle on demande le classement du corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Alors la résolution a été votée massivement, mais elle n'est toujours pas passée dans le circuit exécutif. Donc je pense que ça peut faire partie des discussions à suivre. Merci Delphine Minioui. L'alphabet du silence, c'est votre livre publié aux éditions L'Iconoclaste.